KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Augustin eut le soubresaut purement physique de l'animal capturé. Mais enfin, docteur, il y a 8 jours, il y a 15 jours, quand je vous ai appelé pour la première fois, vous auriez dû le dire. Tentez tout, appelez un confrère en consultation, je ne sais pas moi. Le médecin haussait les épaules avec une lenteur infinie. Toujours les mêmes, ces réflexes de la douleur chez l'homme de haute culture et chez le paysan. C'est le déterminisme du désespoir. Cher monsieur, c'était mortel dès les premières présences du bacille de coq, il y a 8 jours. Il y a 15 jours, dès le vomissement initial, quand il a pour la première fois sali son berceau. Mais pour révéler leur sens, les faits prennent du temps. On ne fait pas de ponction pour un seul vomissement. Il avait 40 sens possibles, vous êtes tombé sur le mortel. Puis la seconde partie de la réponse. Un de mes confrères d'ici. Je ne crois pas à leur supplément de lumière très désirable. Augustin se rappelle Christine parlant de compétences douteuses ou d'habitudes vieillies, faible apport en effet. Je vous aurais volontiers indiqué un confrère de Clermont ou de Saint-Étienne, que nous aurions eu demain. Soudain, net et coupant, avec un brusque retour aux techniques. Écoutez, monsieur, c'est inutile. Je ferai ce soir même une ponction lombaire qui tranchera la question. Ah, qui tranchera ? Oui. On peut toujours courir la chance que ce soit une méningite cérébro-spinale. Ce serait une chance ? Je n'y crois guère. Le microscope dira si le liquide a le bacille de coq ou s'il ne l'a pas. Et s'il l'a, il est parfaitement vain d'appeler le président de l'Académie de médecine ou qui que ce soit au monde. Tout ce qu'il a à dire est dit, y compris sa légère réaction d'orgueil de médecin assez jeune, au visage d'arriviste intelligent, plus compétent que ses confrères. Moment très court que la pitié recouvre vite. Je vous dis tout cela, monsieur, pour que vous puissiez laisser la pauvre mère à ses illusions le plus longtemps possible et l'assister quand la vérité se découvrira. Avec une douceur inattendue. Votre mère va bien ? Augustin répond machinalement. Je n'ai rien remarqué que cet essoufflement. Assez sec et pressé. Oui. Dyspnée d'effort, battement de cœur, un peu de tout. Il faut faire attention. De ce côté-là non plus, une émotion n'est pas très indiquée. Enfin, Augustin commença de subir des heurts de foule nombreux, durs, subis, de gros heurts matériels, de brancards, de coudes, de perches en bois. La vie de cette foule agricole et rurale agitait devant ses yeux des couleurs, des formes, des mots qu'il ne comprenait plus. Interpellé, injurié par des gens dans ses remous, rien ne traversait sa torpeur et ses ouates. Pas même un mot qu'il se disait à lui-même. Il se répétait qu'il fallait aller à la pharmacie. Oui, évidemment, la pharmacie. Il sentait le flacon vide dans sa poche, poli et rond. Il respirait d'une poitrine étroite. Il finit par se dire qu'il ne faisait vraiment pas assez attention, qu'il valait mieux longer les maisons. Longer les maisons, n'est-ce pas ? C'était plus sûr. Un gros instinct, comme celui de respirer, d'ouvrir les yeux, pas beaucoup plus compliqué, se chargeait à peu près de le conduire sur les sentiers creusés dans cette masse humaine. Il marchait seul, en marge des foules vaines, en un terrible cercle de silence, que tous les bruits du monde ne traverseraient pas. Il se disait aussi « C'est incroyable, c'est incroyable ». Le mot s'étalait largement dans ce cercle de silence, avait l'air d'y faire des ronds et des échos. En face de lui, ou à ses côtés, la fontaine, les maisons, les réverbères, les bonnes choses fidèles, les bonnes choses démenties, restaient debout dans leur emplacement de toujours. Ce n'est pas possible, c'est incroyable. Ainsi parlaient les bonnes grosses vérités quotidiennes, les vérités qui ne savent rien. Il marcha ainsi quelques pas, une trentaine, devant 3 ou 4 façades de maisons,
jusqu'à une charrette qu'on finissait de charger. Soudain, il se sentit furieux, d'une haine à la fois retenue et exaspérée. Furieux contre cette foule, contre sa gêne, ses bruits, ses odeurs de basse-cour et de paille, toutes les parties de son métier de foule. Furieux d'une fureur obscure, comme d'un mauvais procédé à son égard, d'un grief personnel, indépendant de la mort de l'enfant. Il réagit contre les heurteurs, ceux qui écrasaient ses pieds, ceux qui le poussaient de l'épaule, ceux qui le criaient de faire attention, dans leur odorant patois gras. Il réagit moins par mépris infini que par invective intérieure. Tous ces gens-là vivaient. Ce qu'ils faisaient s'appelait vivre. Vivre, c'était l'instinct de s'ajuster à tout ça, de vendre, de rire, de ruser, de manger de la viande, de crier « oh » à des chevaux. Il y avait entre eux et la mort une espèce de glace sans train, où se silhouettaient leurs gestes. Mais ils ne voyaient donc pas l'autre, la grande chose noire derrière la glace. Ils se ruaient de ci, de là, sur les places de commerce. Imbéciles. Elles s'arrêtaient bien, leur ruée, pourtant. Elles buteraient bien contre la chose noire un jour. Tous cachaient sous leurs habits de poings malades, hors d'usage, des luttes de microbes, de petits boutons rouges et d'autres saletés, tapis à l'intérieur de leur blouse. Il y avait une chose accrochée à chaque unité de ces foules, d'autres foules, de toutes les foules, une chose accrochée à tous les degrés d'intériorité, d'incognito et de souffrance, dans tout le mouvement et le bruit de leur vie, souverainement calme elle-même et liquidatrice, qu'on appelle la mort. Et puis sa fureur se dégonfla, s'aplatit. Pourquoi cette rage qu'il avait eue ? Quelle rage ? Et contre qui ? Est-ce qu'il ne savait pas les règles du jeu ? Elles étaient terriblement froides et simples et connues depuis toujours. Il y avait dans cette rage-là qu'il venait d'avoir quelque chose d'obscur et de singulier, une révolte inepte qu'il ne comprenait pas. Un gros homme le heurta, Prosper, gros brodequin de chasse, loupe dans le sourcil. Il se laissa heurter. Il marchait de nouveau dans une grande douceur affaissée, une passivité inerte. « Pardon, madame. » C'est une forte femme en caraco de laine, exhalant une violente odeur de parfumerie bon marché. Elle est devant la pharmacie, juste devant. Elle empêche de passer. Elle encombre la porte. Quelque chose est peut-être déjà dans son cœur ou dans ses reins, quelque part sous son caraco de laine, quelque chose qu'elle ne sent pas. Pardon, madame. Augustin se glisse avec une sorte d'excuse entre elle et la porte qui teinte d'un tintement vieillot et long. Il y a beaucoup de monde venant de la foire. Le pharmacien a des dents cariées, des rides, une calotte d'un noir sale, une barbe malade. Lui aussi mourra. Il y a des eaux de toilette et des brosses à dents. Chez le pharmacien, dans une vitrine. Augustin les regarde. Le pharmacien dit « Et vous, monsieur ?» Sans quoi Augustin laisserait prendre son tour indéfiniment. Il comprend qu'il devra revenir pour la potion. Il a l'idée de demander un flacon de teinture d'iode. Il doit en falloir pour cette petite piqûre. Il ne sait pas trop ce dont il a l'idée. Il a besoin de faire effort pour parler. Cette ouate, où tout s'étouffe, où tout se résorbe, Augustin voit bien d'où elle vient. Il n'est pas la mère, comme dit le médecin. Il n'est pas bandé et tenu dans l'action. Il est laissé de côté sur le bord du lac noir, en contemplatif, avec toute liberté de sonder son horreur. C'est peut-être de cela que vient cette sensation d'inertie, de brume, d'ouate, de cela ou d'autre chose. Revenir ce soir chercher la fiole de potion, réentendre ces gens parler aux pharmaciens de leur toux, de leur mal au ventre ou au rein, tous les essais pour rire, toutes les hypocrisies de la mort. Autant remplir la fiole à la fontaine,
Quelques spasmes lui raidissent la gorge, des sanglots ou peut-être des rires. Tout autour de lui a goût de mort. Sa langue s'agite dans la bouche. Il lui semble mâcher quelque chose, quelque cendre à goût de cadavre. Il ne sait pas s'il la crache ou l'avale. Ses lèvres se relèvent de dégoût. Peut-être est-il d'autres formes de douleur morale. C'est ainsi qu'est la sienne pour le moment. Il faut se hâter. Les deux pauvres femmes attendent. Que leur dire ? Comment sur sa figure mettre l'expression postiche qu'il faut ? Il va lentement à travers l'affreuse foule de tous ces gens promis au plus froid silence. Un jour. « Augustin, dit Christine, ton courrier est là, et l'abbé Bourré est venu te demander. Il reviendra. » Ah ! Et trouvant là un sujet auxiliaire, il était convenable cette fois. Christine fit un geste d'indifférence. « Comment va bébé ? Toujours de même ? Quelques cuillerées de semoule ont passé. Il dort beaucoup. Cet odieux tapage ne le réveille pas. » La foire continuait sa rumeur intérissable. Une partie de ce bruit, pleine de cassures et d'éclats, entrait directement par les carreaux, tout droit, sans plus se gêner que la lumière. L'autre partie montait par les planchers. Elle venait des diables, au petit chariot à main, que le marchand de grains et de pommes de terre faisait rouler dans la grande cuisine, au rez-de-chaussée. Ce son-là, sourd et acceptable, par moments on n'y pensait plus. Il s'effaçait, faisait semblant de s'en aller tout à fait. Revenu brusquement, on s'apercevait qu'il n'avait jamais cessé d'être là, et le flux des bruits charriait par surcroît tout l'arriéré inentendu. Christine demanda, avec la puissance de persuasion des larmes. « Le docteur t'a confié quelque chose de spécial. Dis, dis Augustin. Il vaut mieux que je sache, vois-tu, je t'en prie. Si c'était une méningite, il souffrirait, n'est-ce pas ? » Il souffrirait des méninges, évidemment. Il fallait répondre non pas seulement aux mots, mais aux deux mains tordues, aux durs yeux brillants, au tremblement des lèvres, à tout ce qui, dans le corps de Christine, trahissait à la fois la soif et l'horreur de savoir. Prête pour les mots du mensonge, la pensée d'Augustin avait bondi, agile, aux solutions. Il a parlé d'autres traitements si rien ne s'améliorait. La ponction de cet après-midi va lui montrer si c'est vraiment nécessaire. Mais il n'en faut pas rester à un seul avis. En dehors de lui, il n'y a personne à consulter ici. On lui demandera qui appeler. Il fut sur le point de préciser, à Saint-Étienne ou à Clermont. Il se retint d'effrayer par cette évocation de distance. Cependant, il le faudrait bien, dans quelques heures. Il se borna à dire « ailleurs ». Tout ce verbillage d'insincérité, croûte protectrice, posée sur l'intelligence, gardait une sécheresse révélatrice, et comme un parfum de fleurs artificielles. Comment ne s'en apercevait-elle pas ? Combien de temps l'horreur de savoir et la frénésie d'espérer l'aveugleraient-elles ? Combien durerait le doux et précaire tampon du mensonge ? On pouvait le rapetasser, l'épaissir de simulation et de vraisemblance, le doubler de molleton, le poser sur les yeux contre la lumière et sur le cœur contre les coups de couteau. Quel enfantillage ! Un jour arriverait bien où, fatigué, insuffisant, percé par le frottement quotidien des choses dures, il laisserait finalement passer le regard pur et simple de la mort. Augustin avait gardé dans sa main le courrier. Il rejoignit sa chambre. C'était un nouveau paquet d'épreuves à corriger. L'accusé de réception d'épreuves précédentes, des journaux, de lettres d'universités étrangères, un livre reçu en hommage et des catalogues d'éditeurs, le courrier habituel des professeurs de faculté en vacances. Il le rangea sans le lire. Sur la table s'étalait une liasse de fiches. La dernière datait de 3 jours. Le mysticisme métaphysique du 12e livre, le Dieu qui meut tout par amour, paraît sinon méconnu, au moins minimisé par l'exposé d'Amelin. Il fit de ces fiches un paquet, qu'il plaça au coin gauche de la table. Puis, se ravisant, il le mit à droite, machinalement. Il sortit, rentra, laissa s'écouler les heures. Le même sentiment d'étrangeté l'enveloppait.
comme tout ce qu'il avait vu depuis le matin, dans la rue, chez le pharmacien, dans la maison, partout. Qui donc avec bâclé sa chambre ? La grosse Marie, sans doute. Un lit recouvert à la hâte, l'eau d'Hébro et cuvette jaillie, en marécage, mal essuyée sur le plancher. Il aperçut sur la cheminée le verre de cuisine qu'il avait pris la veille en rentrant pour y placer 2 roses. Ses bras se levèrent en geste de crucifiement et de désespoir. Choisi dans la pannerie, la veille au soir, il se rappelait mi-bouton, mi-fleur. Elle s'était en quelques heures changée en rose adulte, pesante et presque fatiguée. Elle s'inclinait déjà. Elle s'inclinerait encore. On les balayerait dans les fumiers. Ce qu'elles avaient représenté, elles ne le représenteraient plus. Mais la masse de ce qu'elles ne représentaient plus continuait d'exister depuis le matin, en allusion déchirante et radieuse d'une lumière obstinée traversant le goût de mort. Il s'assit face à la table, les 2 coudes sur son papier sans bouger, la tête dans les mains. Il pleura devant le doux et ardent visage aux pâleurs de magnolia, tel qu'il l'avait vu la veille au soir, à quelques moments privilégiés et bénis, tendre, gracieux, tourné vers lui pour toujours. « Tu m'as ravi le cœur, ma sœur fiancée, soror sponsa mea. Lève-toi, mon ami, et viens, car voici que l'hiver est fini. » Ivre d'amertume, il se laissa lentement glisser sur les genoux. Il s'aperçut qu'il suppliait Anne, qu'il lui tendait un cœur qui n'en pouvait plus de tristesse et du désir d'être consolé. Ce qui se trouvait atteint, c'était non pas son amour, plus violent encore s'il était possible, mais le bonheur né de son amour, tout le bonheur d'hier, entré en masse et d'un seul coup dans la zone noire. Il leur était désormais impossible de percevoir directement, en leur fraîcheur première, les anciens moments éperdus. C'était cela, le motif inavoué qui suscitait ce matin. Il le voyait bien maintenant, cette obscure fureur devant la mort. Il le voyait parce qu'elle recommençait. Le bruit infernal de la foire, aussi fort comme volume, changeait de timbre et de sens. Agressif, coupant toute la matinée, il commençait le fléchissement de l'après-midi. On entendait le départ des camions et des carrioles, le beuglement des bestiaux emmenés. Les voies rurales aussi avaient changé, détendues de la préoccupation des ventes et rendues à leur matière première, elles laissaient transsuder une certaine chaleur mouillée, à goût de bière et de vin. L'éclat de ces voies gagnait jusqu'aux courettes, où les arrières rez-de-chaussée servaient d'annexe, en temps de presse pour les débits et les cafés. Augustin revoyait des moments détachés de cette première partie de la nuit, avant le cri de l'enfant et le remue-ménage dans les chambres. Il les retrouvait presque intacts, à peine touchés par la mémoire, tels qu'ils ne seraient jamais plus, tels qu'ils eussent continué d'être sans la mort. C'était une splendeur de bonheur passant le bonheur proprement dit, l'exaltant, l'élargissant à des dimensions qui franchissaient son expérience, mais non pas la douce complicité de l'univers. À travers un orgueil rapetissant et désavoué, c'étaient les suprêmes réalisations terrestres, la plénitude d'un paradis humain. Et même Dieu s'y joignait, accepté, ayant longtemps frappé aux portes, trouvant la clé enfin, apparaissant comme à l'heure et dans la mesure choisie par l'homme, prolongeant le paysage de sa vie, l'ennoblissant d'éternité. Il dut se dresser juste à temps pour reprendre l'aspect normal, se jeter sur sa toilette, avoir l'air de se laver. Christine entrait. « Augustin, fit-elle. C'est de nouveau l'abbé Bourré, je l'ai mis au salon. »« Bien, cria-t-il de sa cuvette. Il pensa que Christine avait dû ouvrir la porte, elle ou sa mère, parmi tous leurs troubles, et il eut tant de pitié. L'abbé était debout dans le salon, tenant son sac d'un noir ecclésiastique. Il tombait dans de bien pénibles circonstances. On craignait que l'état du petit malade fût moins satisfaisant. Augustin allait sans doute partir pour Clermont,
Aucun train n'était commode, des voitures peut-être. Il ne poussa pas plus loin ses confidences, n'étant guère en humeur de subir des consolations. L'abbé exprima des sympathies de sens commun, formula des espoirs, rassembla des données d'expérience confuses sur les maladies d'enfants, et subitement fournit un renseignement opportun. Mon frère, celui qui fait le commerce des bestiaux, est ici. Il doit repartir ce soir pour Brioude, je crois. En tout cas, une garde express. Il a une forte voiture. Vous seriez à Clermont demain matin à la première heure et peut-être ce soir. Il ne part pas avant 6 heures. Je ne pense pas qu'il refuse de vous prendre, mais il faut que je lui explique. La porte s'ouvrit devant Christine. Augustin, le docteur est là. Monsieur l'abbé, nous aurions bien besoin que vous priiez à l'une de vos messes pour notre pauvre petit garçon. Le corps noir et le visage froid s'inclinèrent. Un mélange de sourire et d'angoisse sortait par les yeux de Christine et s'en allait vers un abbé dont eût dépendu le sort de l'enfant. Je vous reverrai, monsieur Méridier. J'aurai l'occasion de vous dire ce que j'ai à vous dire, puisque je descendrai sans doute vers Brioude avec vous. Comme s'il s'en retournait, Augustin vit soudain d'où venait une odeur sentie pendant toute la visite, poignante jusqu'à lui couper 2 fois la parole. Sur une commode à laquelle il avait tourné le dos, jetée en hommage à une statuette en plâtre du Sacré-Cœur, ligotée en affreux bouquet paysan, étouffée, meurtrie, ridicule, les pauvres roses achevaient de mourir. « Ah, il dort encore !» dit le médecin d'un air de satisfaction, comme si le bébé rendait, par bonne volonté pure, un service qu'on lui demandait. Eh bien, il faut tout de même aller le voir. Il parlait trop, affectant une indifférence de touche à tout. La foire était bonne, l'ascension des prix du bétail continuait. Il avait eu une peine énorme à se débarrasser des paysans, même pour une demi-heure. Curieuse physiologie paysanne qui les envoie tous consulter pour les foires, qui les rend tous malades à date fixe. Il semblait que si le médecin revenait 2 fois le même jour voir son petit malade, ce fut par caprice, pour rien, pour le seul plaisir de bavarder. « Nous allons, dit-il, le déranger le moins possible. Non, madame, ne le touchez pas. Laissez. » Ils étaient là de nouveau, comme ce matin. Tous les 4, parmi des choses identiques, même place du petit berceau, de la toilette d'enfant, de la cuvette et de l'éponge jaune. La terrible confidence n'avait rien changé à ses surfaces. Christine donnait à voix basse quelques indications de température, de durée de sommeil. Augustin entendit un 38 degrés encore, qui devait se rapporter au moment où il attendait chez le pharmacien, aux environs de midi. Le médecin avait posé une chaise tout contre le berceau. Sa grande main immobilisait l'avant-bras de l'enfant. L'oreille, près du petit visage, absorbée par on ne savait quelle comparaison obscure de cette respiration et de ce pouls de bébé, il écoutait avec un plissement bizarre de paupières rapprochées, comme pour supprimer tout l'inutile de son champ d'attention, aiguiser son regard et voir l'invisible. Ses mains, d'une douceur maternelle, découvrirent le petit malade sans secouer, supprimant simplement des contacts. Le visage réduit, aux paupières blêmes, devint accessoire. Le reste du bébé apparut, fondu, ramolli, tourné vers le demi-jour de la muraille, d'une petitesse désespérée, au-delà de tout secours humain. Pendant ce temps, des mots bons garçons continuaient leur jeu, tentaient de faire croire que l'attitude en chien de fusil où il avait trouvé bébé provenait d'un hasard, d'un caprice amusant des cuisses misérables. Non, tiens, vous ne voulez pas. Vous préférez ne pas vous asseoir. Eh bien, on vous laissera comme vous êtes. On vous remettra tout de suite dans le dodo. Mais personne ne faisait plus attention à ce rideau de mots vains. Madame, dit le médecin, vous avez une petite casserole et une lampe à alcool pour faire bouillir cette église à ponction ? Oh, une casserole très petite, grande comme cela. La petitesse de la casserole était sans doute aussi garante d'innocuité. La grand-mère s'en fut chercher l'objet désiré, et la forme enfantine, rendue au repos, revint à sa somnolence et à ses gémissements. « J'aimerais mieux, » fit le médecin hésitant. L'on ne sut pas tout de suite ce qu'il aimerait mieux. La vieille dame présentait la casserole,
un peu d'eau, une lampe à alcool. Il expliqua qu'il fallait laisser bouillir 5 minutes, pleine, que c'était une piqûre nullement douloureuse, de quelques secondes seulement. Il regardait sa propre main, la passait sur son manteau net, s'inspectait les ongles, comme si quelque chose y eût déteint. Après quoi, il dit ce qu'il préférait. C'était que Christine n'y assistât pas. Il essuya un refus formel. Christine se mettrait où l'on voudrait, demeurait immobile, mais suppliait qu'on la laissât là. Elle y resta en effet, comme au Stabat Mater. « Pourquoi pas, après tout ? Asseyez-vous donc, madame, bien sagement. Tout cela est si simple. » On entendit des bruissements d'eau et le frottement interminable d'un lavage de mains. Puis les gestes de la technique régnèrent seuls, coupés de mots précis et froids à l'adresse d'Augustin. « Approchez cette petite table, l'oreiller dessus. Couchez-y l'enfant sur le côté, là. Couvrez-le qu'il n'ait pas froid. Votre main sous le creux poplité. Oui, le jarret. » Immobile autant que Christine, ses mains sur l'émouvante chair, Augustin se rappelait quelques mots si différents, tout récents encore. « Dans cette maison, mesdames, messieurs, nous avons un petit garçon. » Un frémissement froid passa sur ses reins. Il voyait un tube de verre, des reflets sur ce tube de verre, une fine ligne de nickel, toutes les choses chargées de répondre à un oui ou un non mécanique. L'irrépressible curiosité de la technique médicale, refoulée en lui malgré lui tout le reste. Il lui semblait voler quelque chose des angoisses dues au bébé. « Maintenez-le !» Un équilibre d'impulsion et de retenue descend de l'épaule sur son bras, s'arrête juste à la surface des paumes. Sous une brusque secousse de la grosse main précise, l'enfant pousse une petite plainte. Guêpe subtile, la technique a piqué juste. C'est fini. Rejoint au premier reflet par le guet d'Augustin, quelque chose coule dans le tube de verre. Un filet continu, puis goutte à goutte, puis une dernière goutte solitaire. Le fond du tube emprisonne un fluide d'une pureté de cristal. C'est tout. Vous pouvez recoucher l'enfant. À l'autre bout de la pièce, face à la fenêtre, pendant les longs et tendres rites de la remise au berceau, le dur regard médical interroge cette transparence où vibrent des secousses. Durant une sinistre seconde gonflée de sens horrible, Augustin voit 2 mains s'écarter, 2 paupières qui s'abaissent, et sur tout le visage du médecin, une sorte de fixité funèbre. La pendule sonne 3 heures du soir, à coups espacés et faibles, d'un mécanisme usé. Christine reborde le berceau. Quelques mots lents d'une maîtrise magnifique. Un peu moins bon que je n'espérais. Besoin d'analyse, naturellement. Oui, le laboratoire de l'Hôtel-Dieu, à Clermont. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.